Je suis désolé, moi je connais les traités européens, en particulier sous l'article 106, en vertu de l'article 14 et 15 de la Constitution. Figurez-vous qu'il y a un article 68, l'article 106, ce sera l'article 63, l'article 4 de notre Constitution par la mise en œuvre de l'article 50. Je suis désolé, moi je connais les traités européens. Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors, l'heure est grave, l'heure est venue de te livrer cette fameuse vidéo que je t'annonce depuis maintenant 3, 4, 5 publications. La fameuse vidéo sur les raisons du désastre UPR. Désastre indubitable, factuel, hein, 0,92 au présidentiel, 0,67 aux législatives avec moins de 1% dans la majeure partie des circonscriptions. C'est un désastre qu'il est difficile de nier, sauf par l'intéressé lui-même. Hein. On verra que François Asselineau est un utopiste contrarié. Vous connaissez ma catégorisation utopiste tragique. Nous verrons qu'il est aussi utopiste humainement que tragique économiquement. Alors, cette vidéo, pourquoi l'ai-je retardée autant? Tout simplement pour des raisons finalement assez compréhensibles émotionnellement, sensoriellement, si on se parle avec le cœur. Premièrement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, que j'ai beaucoup estimé, comme tous ceux qui m'ont beaucoup appris. Je les estime beaucoup et n'étant pas un ingrat, je n'attends qu'une chose, c'est de rendre ce que l'on m'a offert, afin de poursuivre le cercle vertueux. Donc il est toujours délicat, il est toujours presque douloureux, c'est un petit peu comme gronder sa mère. Il est toujours très douloureux de faire la remontrance ou des critiques à ceux qui vous ont enfanté intellectuellement, tout du moins en partie. Et puis, deuxième argument pour lequel cette vidéo, ou cette série de vidéos, comme vous allez le voir, est très douloureux. Le deuxième argument, c'est que c'est le type de contenu qui va faire que je vais me faire taper de tous les côtés. Je vais me faire taper éventuellement par le tifoso, les tifosi UPR encartés, un peu acharnés du clic de souris et commentateurs acerbes sur YouTube, qui vont y aller évidemment de leur petit caca de pigeon, disant que je suis un traître à la cause, ou un frustré, ou un déçu, ou que sais-je. À cela, je rappellerai d'abord que je m'en tape un peu de leur avis, puis je rappellerai 0,92 et 0,67. Je pense que le résultat parle de lui-même. Et je vais également me faire taper, hein, c'est le principe évidemment de chercher la voie du Tao, hein, la voie du milieu. Je serai également tapé, cogné, peut-être même plus dur, par, voilà, forcément, j'avais oublié de couper la messagerie, c'est fait. Je me ferai taper également encore plus, peut-être encore plus fort, hein, c'est la fameuse loi du Tao, ceux qui cherchent à trouver la voie du milieu, évidemment, on prend des coups des deux côtés de la berge. Et donc de l'autre côté de la berge, il y a évidemment les plus dissidents, dirons-nous, qui me promettront d'avoir remarqué, d'avoir senti, d'avoir flairé dès le début qu'Asselineau était au général de Gaulle ce qu'une vignette Panini est à un footballeur, quoi. Alors en réalité, la réalité est toujours plus complexe et plus nuancée, évidemment, que les commentaires YouTube et les analyses Internet ne le laissent paraître. Je n'ai jamais cru que Asselineau ou Asselineau, comme il aime à enfoncer sa E muette du milieu, je ne sais pas pourquoi. Donc on va l'appeler Asselineau parce qu'il n'est pas là. Je n'ai jamais cru qu'Asselineau fût le général de Gaulle. Mais mon parcours à l'UPR, bref d'ailleurs, terminé, hein, je ne suis plus membre, c'est fini, j'ai rendu tout ce que j'avais, et je leur ai demandé de ne pas poursuivre mon adhésion. Je n'ai jamais cru qu'il était le général de Gaulle, ni en réincarnation, ni en vignette, ni en quoi que ce soit. Néanmoins, vous allez comprendre que mon arrivée est une forme de gratitude. Encore une fois, je le répète, j'insisterai jamais assez sur ce mot. Et ça sera finalement le but de cette première vidéo, car je vais découper la série en 3.
que de vous expliquer ce qui m'a amené à l'UPR. Voilà. Ça me permettra en plus de maîtriser un peu plus, de timer un petit peu mieux en faisant des vidéos plus courtes. Dans une seconde, je vous expliquerai ce que j'ai tenté d'y faire, avec plus ou moins de succès, plutôt peu de succès et beaucoup d'échecs, car en réalité, c'est pas que l'UPR, c'est pas que le management de l'UPR vous met des bâtons dans les roues, c'est pas ça. C'est beaucoup plus traître que ça finalement, c'est que comme il n'y a pas de management à l'UPR, en réalité, vous n'avez pas de bâton dans les roues, mais vous n'avez pas de roue. C'est-à-dire que, en fait, vous pataugez dans une espèce de vide managérial et social dans lequel vous n'avez ni info, ni ressources, ni interlocuteur. Hein, parce que si je comptais les messages sans réponse, je ne vais pas le faire parce que ça serait quand même pingre et mesquin. Je ne le suis pas. Mais enfin, vous n'avez pas d'interlocuteur qui vous répond, vous n'avez rien, et puis vous pataugez sans deadline. Puis quand vous tentez d'imposer une deadline, on vous dit que vous êtes trop rigide. Alors, donc nous verrons dans cette seconde vidéo ce que j'ai tenté de mettre en place à l'UPR et qui a échoué. Et dans une troisième, qui est hypothétique, que je soumets à votre bon vouloir, entre guillemets, que je soumets à votre volonté, à vos desiderata. Si vous la souhaitez, cette troisième, je répondrai à des questions plus précises sur ce que je pense de l'évolution du parti, du programme, de tel ou tel aspect du programme. Et puis si vous ne la souhaitez pas et que vous estimez que mes deux premières, à savoir celle d'aujourd'hui et la suivante, finalement, ont fait le tour du problème, eh bien, tour du problème, il sera fait. Alors, qu'est-ce que je suis allé foutre à m'encarter politiquement, moi qui, premièrement, ne le souhaitais pas, et à qui, secondo, on avait conseillé justement de résister à toute envie de s'encarter politiquement, car évidemment, la politique, ça clive. Hein. Comme dit très justement Lucchini quand il refuse plutôt, il le fait de moins en moins, mais quand il refuse de prendre parti pour ou contre, il dit ben, moi je veux remplir mes salles en entier et pas à moitié. Puis si on choisit la gauche ou la droite, eh ben, on perd la moitié de sa salle, la jauge de salle. Alors, ma rencontre, avant de parler de la rencontre physique, ma rencontre intellectuelle avec François Asselineau a eu lieu en 2012, puisque en 2012, donc j'étais déjà ce sociologue obsessionnellement passionné des relations humaines et des relations hommes-femmes, mais j'étais également un gros inculte économiquement, un peu moins politiquement, mais j'étais très inculte de point de vue de la macroéconomie. Et ma compagne, ou mon ex-compagne de l'époque, je ne me souviens plus exactement, je crois qu'on se fréquentait déjà plus à l'époque, m'a conseillé, m'a envoyé le lien vers, c'était ni un entretien, c'était ni une conférence ni un séminaire, c'était un entretien de cet illustre inconnu de cabinet ministériel à l'époque, enfin tel qu'il se présentait à l'époque en tout cas, François Asselineau, entretien donné à une radio tout aussi inconnue, et entretien qui avait pour but de préciser l'histoire de la dette, et qui avait pour but d'expliquer aux naïfs comme Bibi de la macroéconomie qu'en réalité, les plans successifs de taillage, de rafistolage, quand on coupe au coin les déficits budgétaires, quand on réalise des économies de bout de chandelle sur les frais de fonctionnement de tous les ministères, c'est-à-dire à peu près 8% à chaque président depuis Fabius, pourquoi ça ne résolvait en rien et pourquoi ça ne diminuait jamais le volume de la dette qui ne cessait d'augmenter. Elle était en 2012 de 1800 milliards et là un peu plus de 2000 je crois. Et donc cet entretien que je tiens encore aujourd'hui, même après avoir vu, bu, digéré des dizaines d'heures de contenu d'Asselineau, cet entretien que je tiens pour son meilleur, pour son plus pédagogue, pour son plus patient et pour son plus finalement simple, éclairant et lucide. Entretien d'ailleurs que je mets à disposition là gratuitement, cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir mon analyse du désastre UPR sur mon site Homme d'Influence et donc avoir également tous les documents texte et audio dont je parle, éventuellement vidéo. Cliquez sur le lien ci-dessous.
Cet entretien diaphane de clarté, dirait Rostand, m'a servi de révélateur. Cet entretien, donc, avait pour but de rappeler que la France était un État impécunieux depuis au moins 7 siècles. Je me rappelle encore de son exemple de Dante, de la Divine Comédie, dans laquelle le roi de France brûlait en enfer pour avoir dévalué la monnaie. Je me rappelle de son explication qui, encore une fois, je l'avoue humblement, alors les geeks, les trolls de l'Internet me diront qu'ils connaissent tout du fonctionnement monétaire micro, macro, intra, extra-européen depuis qu'ils ont 3 ans et depuis qu'ils ne vont plus au pot. Moi, j'avoue très bien qu'en jusqu'à 2010-2011, j'ignorais beaucoup de choses des traités européens et j'ignorais également tout de l'histoire de la dette et de ses fameux intérêts. Donc dans cet entretien de 45 minutes, il a balayé une séquence historique allant du XIIIe siècle à notre ère, couvrant les pièces de monnaie or et argent taillées aux encoignures, puisque là, l'État français pouvait frapper monnaie et donc fabriquer des nouvelles pièces qu'il fabriquait à partir des anciennes, en taillant les coins, c'était très bien expliqué. Puis le remplacement progressif par la monnaie fiduciaire, fiduciaire du latin je ne sais quoi, enfin latin-italien fiducia, la confiance. La monnaie fiduciaire, c'est cette monnaie papier dont la valeur symbolique, la valeur en boutique est bien plus importante que le papier sur lequel elle est frappée. Donc, transition de la monnaie or à la monnaie fiduciaire, adossée à un étalon or évidemment que les États-Unis rêvaient, les États-Unis d'Amérique, comme il aime à le rappeler, rêvaient d'abolir, et abolition à laquelle résistait le général de Gaulle, puisque les États-Unis étant, enfin le dollar étant la monnaie référente, évidemment si on ne l'adosse plus à rien, ils peuvent en imprimer autant qu'ils le souhaitent, et puis acheter tout ce qui leur passe sous le nez. D'où les fameux accords de Bretton Woods, cassés à la mort de Gaulle, et pour finalement tenter de couper l'herbe sous le pied d'une inflation qui ne pouvait être que galopante avec une monnaie non adossée à un étalon physique. Évidemment, les fameux accords, là, les lois, les décrets passés sous Pompidou, interdisant désormais à l'État de battre monnaie, de frapper monnaie, et le contraignant les États de facto à se financer auprès de banques ou de marchés financiers, financement à intérêt, dont on estimait en 2012, calcul disponible sur Internet, que sur ces 1800 milliards de dettes, les intérêts en représentaient 1600. Voilà. Tout cela, je vous avoue, avec une grande humilité, que je l'ignorais et que je l'ai découvert par cet entretien. Puis bien d'autres choses. Bien d'autres choses, comme par exemple le caractère extrêmement coercitif des traités européens. Et c'est en digérant, en avalant le contenu des conférences très bonnes, je le dis sans l'ombre d'un remords et en toute franchise, de François Asselineau, enfin très bonne sur le fond, un petit peu ennuyée sur la forme parfois, mais très bonne sur le fond, puis c'est un conférencier qui vous le dit, je me suis intéressé et j'ai lu. Oui. Quiconque fait profession de faire lire ses contemporains a, selon moi, connaîtra déjà la rédemption. Et donc de faire lire les traités européens et de faire prendre conscience, c'est sa gifle de réalisme à lui. Asselineau a mis à beaucoup d'entre nous une gifle de réalisme sur le caractère coercitif des traités européens, notamment les traités qui vont du 3 au 6 et qui donnent à la Commission européenne un énorme pouvoir, presque sans contrôle, sur le sort des peuples et qui met en danger la démocratie. Les articles 5 à 121 qui sont très pessimistes sur l'état de nos retraites. Les 32 et les 63 qui imposent la libre circulation des capitaux, marchandises et services et qui donc empêchent même nos Montebourg et nos pseudo-antimondialistes de lutter contre les délocalisations. Les 38 et les 39 sur l'agriculture. L'article 42 qui subordonne nos décisions géopolitiques à celles de l'OTAN et donc aux États-Unis d'Amérique.
L'article 48 qui place tout changement, qui subordonne tout changement à un référendum à l'unanimité des États membres. Le 49A, alors c'est le plus fameux, et le 50, alors il s'appelle 49A dans un des traités, 50 dans l'autre, c'est parce qu'en fait il y a deux traités européens, il y a le TUE, traité de l'Union Européenne, et il y a le TFUE, traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Hein. Donc ça, c'est le fameux qu'a enclenché le Brexit, qui a enclenché la Grande-Bretagne et qui a donné le Brexit. Les 67, 77 et 79 qui nous empêchent de rétablir durablement des frontières et donc de lutter contre l'immigration massive. Lutter contre l'immigration massive, c'est pas lutter contre les immigrés, c'est lutter contre le processus de dumping social voulu par une certaine oligarchie et qui pousse des masses de gens à venir évidemment peser sur un système qui n'a pas la ressource économique, car pas la croissance de les accueillir. J'ai rien contre... Arrêtons les conneries, hein. Lutter contre l'immigration de masse, c'est pas lutter contre les immigrés, c'est au contraire mieux traiter ceux qui sont déjà là. L'article 106 qui démantèle les services publics, le 121 qui subordonne les décisions politiques aux grandes orientations de politique européenne, donc c'est pour ça que vous avez une hausse de la CSG, une baisse de la taxe d'habitation et tout ce que Macron est en train de mettre en place. Le 123, très important, qui retire ce qu'on disait juste avant, il y a 5 minutes, à la Banque de France son pouvoir égalien de financement des collectivités publiques, et qui explique donc quasiment à lui seul la crise de la dette. Les 168 et 169 qui assujettissent la santé aux intérêts des marchés, hein, d'où l'état pitoyable de certains de nos hôpitaux, condamnés à rembourser avec l'argent qui aurait servi à acheter des soins et des compresses, le 282 sur la politique monétaire, etc., etc., etc. Tout cela, je le dois aux excellentes conférences disponibles gratuitement sur le site de l'UPR et que je recommande à tout le monde. Alors, venons-en au fait. Enfin, on est déjà dans le fait, puisque je vous explique aujourd'hui comment j'y suis venu. Je ne suis pas un ingrat. Ça fait 3 fois que je vous le dis, ça fait 4 fois maintenant. Et n'étant pas un ingrat, je n'ai qu'un vœu quand on m'a défloré intellectuellement, c'est de rendre à César, François en l'occurrence, ce qu'on m'a appris, de le rendre d'une façon ou d'une autre. Et donc moi je ne suis pas un troll d'internet qui gobe gratuitement le contenu des autres en le piratant. Hein. Ils se reconnaîtront les petits pirates du net, les petits Dark Vador du net. J'ai cherché le meilleur moyen de rétribuer cette personne pour le contenu qu'il m'a offert gracieusement pendant des années. Puis comme il n'a rien à vendre finalement, je suis allé sur son site et j'ai fait 2 choses. Un, j'ai fait un don qui a valeur d'adhésion. Donc je me suis retrouvé encarté, pas par volonté personnelle, mais finalement parce que c'était la conséquence directe de mon don. Alors j'ai pas fait un don de 10 balles, hein. J'ai fait un don de plusieurs centaines d'euros, car j'estimais que c'était tout à fait... que le contenu le valait parfaitement. Et d'un autre côté, l'entendant régulièrement fomenter à juste titre sur la barrière de verre, la barrière de cristal qui l'empêchait d'accéder aux grands médias, j'ai creusé dans mon réseau. Si j'ai un site qui s'appelle homme-d'influence.com, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en 11 ans de séminaires et de conférences, j'ai sémé. Et évidemment, beaucoup de mes anciens clients ou élèves, comme on les a appelés comme vous voulez, sont aujourd'hui dans la société civile, dans les médias, en politique, à des postes à responsabilité, expatriés à Moscou, au Japon, aux États-Unis, et également dans les médias plus traditionnels. L'un d'entre eux qui se reconnaîtra, je l'ai presque harcelé. Je l'ai harcelé presque, pas quotidiennement, mais hebdomadairement pendant des mois, pour qu'il reçoive Asselineau. C'était sur une télé sur laquelle il ne travaille plus maintenant, mais on ne va peut-être pas la nommer. Enfin, c'était une chaîne d'information continue qui n'est pas BFM TV. Donc, je vous laisse deviner, il n'y en a pas 50. Harcèlement qui s'appelle dans le milieu du lobbying, et lobbying qui apparemment s'est pas trop mal déroulé, puisqu'il a été reçu, et que je rappelle que ceci s'est produit avant l'obligation du CSA d'équité de temps de parole. Donc ce n'est pas le produit de l'équité de la règle impartie d'égalité de temps de parole entre les candidats, c'est avant les 500 signatures qu'il a obtenu son passage dans la matinée d'e-télé, disons-le clairement. Et j'estime y être pour quelque chose. Donc voilà ma rétribution
au contenu intellectuel qu'il m'a apporté, encourager par mon réseau son premier passage télé, et lui verser une somme symbolique de quelques centaines d'euros, dont j'estimais que ces contenus les valaient largement. Ce versement et don qui a donné lieu à une adhésion, qui a donné lieu à la rédaction d'une carte de membres, tout ça encore une fois et de façon plus détaillée sur l'article dont vous trouverez le lien ci-dessous, carte de membre qui a circulé en interne et d'anciens clients également à moi, je vous disais le réseau homme d'influence, l'ont vu. Moi je ne savais pas du tout que j'ignorais totalement avoir des anciens à moi chez l'UPR. Mais j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Qui m'ont contacté par Facebook, qui par téléphone, qui par Facebook, qui par messagerie, etc. Me demandant si j'étais bien moi, c'est presque une phrase de Raymond DeVos, est-ce bien vous? Je crois que c'est moi. Ce à quoi j'ai acquiescé, j'ai accepté de les rencontrer, l'un téléphoniquement, l'autre de visu, in vivo, et qui m'ont dit, mais écoute, monte à bord, puisque tu sembles être sur notre ligne. J'ai expliqué ma position, je ne suis pas 100% sur votre ligne, je pense qu'Asselineau est politiquement un bisounours, sur des questions notamment comme l'immigration, et d'ailleurs il l'a montré dès qu'il a été un petit peu au pied du mur. Mais encore une fois, je lui suis gré et il m'est impossible du point de vue de l'ADN de me montrer ingrat. Donc quand je suis gré à quelqu'un, je suis gré à quelqu'un. Donc je leur ai expliqué ma position en leur disant mais que puis-je apporter? Et je dis bien ils, m'ont exposé le même problème qui est simplement une pénurie de femmes, c'est-à-dire une forte pénétration du concept, du vocabulaire, du champ lexical, du champ idéologique, de la boîte à outils conceptuelle de l'UPR dans un public très internet évidemment, mais très un peu geeko-masculin, dissident, moitié dissident, et finalement une grande herméticité, je ne sais pas si c'est un néologisme, en tout cas une faible pénétration dans la sociologie de l'électorat féminin. Ce à quoi j'ai répondu évidemment que ça ne me surprenait pas outre mesure, que c'était même logique, et que c'était même la faiblesse de sa force. Ils m'ont demandé de réfléchir à des solutions de conquête d'un électorat, en tout cas d'un champ de prospects féminins, ce que j'ai fait, et non seulement j'ai réfléchi, mais je l'ai formalisé dans un document que je vous montre là, que j'ai proposé de venir soumettre en personne. Donc il est disponible encore une fois en cliquant sur le lien ci-dessous. J'explique, après quelques pages d'introduction, j'explique brièvement à l'interlocuteur que j'ignorais encore, mais je ne savais pas encore que j'allais rencontrer François Asselineau. J'explique brièvement ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire la différence de logiciel, de machine pensante, de système pensant entre H, qui est le plus petit dénominateur commun masculin, et F, qui est le plus petit dénominateur commun féminin. Et comme ça, vous voyez, en lecture horizontale, encore une fois, cliquez sur dessous pour le voir mieux. Je rappelle que voilà, H pense par médiation, F par instant pur, que H pense social et politique, que F pense sociétal, raison, émotion, A ou B, A et B, et en même temps. On reconnaît le « et en même temps » de Macron, là. H juge les idées et F plutôt les personnes. H va rechercher la confrontation et F plutôt la superposition d'opinions. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Les autres ont dit que, donc ça doit être vrai. Et j'ai analysé, évidemment, la campagne de celui dont on ignorait qu'il s'apprêtait à être notre nouveau président, en montrant que sa campagne avait décollé avec des événements à forte aura médiatique féminine, comme par exemple son premier congrès féministe avec des copies d'écran. Et je montrais également que si Macron a des électrices vraies, c'est parce qu'il met en scène les femmes dans ses apparitions médiatiques avec des copies d'écran qu'encore une fois, vous verrez beaucoup mieux, beaucoup plus distinctement en cliquant sur le lien. Et je comparais à la seule femme disponible sur les photos publiques d'Asselineau, photos qui datent au moins de 40 ans. Et j'enchaînais avec un certain nombre de propositions que je vous laisse
découvrir, encore une fois, en cliquant ci-dessous. Voilà le plan d'action que je lui proposais pour débloquer cet électorat féminin qui était bloqué de mémoire, je crois, à 22-23%, c'est 80% d'hommes à l'UPR. Document qui semble avoir séduit l'équipe, qui a planifié j'accélère un petit peu, qui a planifié un rendez-vous. Rendez-vous ensuite déplacé par l'intéressé lui-même à X reprises, mais début de rationalisation de ma part. Vous savez ce que c'est que la rationalisation, c'est de réécrire une situation en votre défaveur à l'aune d'événements externes qui pourraient la justifier. Donc je rationalisais que ce premier rendez-vous, je rationalisais les reports de ce premier rendez-vous en me disant il se bat pour les 500 signatures, ce qui était vrai, il est normal qu'il ait des priorités, mais déjà ça sentait pas très bon, pour être franc. Au regard du travail fourni et au regard du fait qu'encore une fois l'initiative n'est pas venue de moi mais que l'on m'a sollicité en interne à son équipe pour le rencontrer et lui proposer des solutions et des analyses, j'ai peu apprécié que le premier rendez-vous soit reporté à 3 ou 4 reprises, mais encore une fois par gratitude et par rationalisation je me suis plié bien volontiers. Rendez-vous qui a eu lieu entre 2 signatures de maire. Homme tout à fait fin, cultivé, grand amoureux de l'Italie comme moi, charmant dans le privé, qui n'a manifesté aucune contradiction, négation ou désaccord avec mon analyse, et qui m'a dit, et qui m'a donné dans les yeux un go de principe. Go de principe soumis à une question qui est « Que demandez-vous? Quelles sont vos prétentions ?» Prétentions auxquelles j'ai répondu. Ai-je bien ou mal fait? Je l'ignore. Enfin, en tout cas, selon moi, j'ai bien fait, puis il n'y a que ça qui compte. Je lui ai expliqué que je ne le faisais pas pour être sous la lumière. Je n'espérais pas une soudaine notoriété en rejoignant un parti politique. Je sortais à l'époque, quelques semaines auparavant, d'une émission de télévision de grand public visionnée par 3 à 4 millions de téléspectateurs par épisode. Je ne cherchais donc pas la notoriété. J'ai également la chance d'avoir du succès dans mes séminaires depuis 10 ans et de générer un chiffre d'affaires non négligeable qui me dispense de faire la mendicité pour une rétribution quelconque. Autrement dit, j'ai un peu de fuck you money. Et donc je lui ai dit dans les yeux, encore une fois, au bureau, dans son siège, que je le faisais par gratitude pour les contenus et la formation macroéconomique qu'il m'a apporté, et que je ne demandais pas d'argent, que je prenais sur mon temps, qui est précieux, hein, comme dit l'autre, je ne tiens pas un kebab à Bobigny, hein, je gère plusieurs sociétés, j'écris, j'ai publié 2 livres, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai écrit 11 séminaires de 6 heures par an, hein, donc c'est à peu près comme si j'écrivais une dizaine de bouquins par an, je gère des clients en direct, voilà, je n'ai pas que ça à faire, mais je prenais de mon temps et de mon plein gré, encore une fois, pour apporter, puis il y avait un challenge intellectuel, à conquérir un électorat féminin, et je me lançais ce défi, et je le faisais sans demande de rétribution, par élégance, et je ne demandais que, éventuellement, si j'engageais des frais, par exemple de déplacement exprès pour la Sino et l'UPR, d'être défrayé de mon billet de train ou de mon billet d'avion, et que ceci n'appelait aucune autre forme de rétribution. J'ai obtenu de sa part, encore une fois dans les yeux, un go définitif, et mon directeur de campagne verra avec vous pour les détails du contrat. Contrat que j'ai jamais reçu, évidemment, hein, mais ça c'est l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai commencé à travailler sans contrat, ce que je vous déconseille de faire d'ailleurs. Sans contrat et en connaissance de cause d'un certain nombre de cadavres dans les placards de l'UPR, que ce que j'appelle cadavres, c'est-à-dire des gens qui, comme moi, des forces vives, des forces intellectuelles qui, comme moi, ont prêté main forte à l'expansion, au scaling de cette petite entité, de cette petite start-up politique,
et qui ont été tous remerciés, évidemment sans un mot, qui ont été ghostés par des gens qui se prétendent incarner la droite des valeurs, d'une certaine façon. Et je trouve ça très dommage. Voilà, dans une prochaine vidéo, dans une seconde vidéo, et peut-être dernière, ça dépendra de vos réactions, je vous expliquerai en détail ce que j'ai tenté et échoué à mettre en place à l'UPR. Je vous en donnerai également les raisons, les causes. On fera de la politique de l'intérieur. Ben oui, parce que vous pourrez me critiquer, là, tous les trolls là, qui sont en train de me baver dessus dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi j'ai mis les mains dans le cambouis. Je suis allé voir, et je ne suis pas allé voir avec ma bite et mon couteau. Moi j'ai passé des heures à produire du document, à produire de l'analyse. Et donc j'ai le droit effectivement d'être frustré qu'un go de principe ne soit pas suivi des faits et que les gens ne tiennent pas leurs paroles, a fortiori quand on se prétend hériter tout droit de la probité gaulienne. Voilà. Enfin, on sait ce qu'il en va de ceux qui se... Hein, le général de Gaulle mis en examen, etc. Donc, ceci sera pour la seconde vidéo. Pour aujourd'hui, dites-moi en commentaire ci-dessous ce qui est clair ou pas. Partagez-la, notamment avec sur des forums ou groupes proches de l'UPR. Et encore une fois, je terminerai en disant que je sais pertinemment que ceci me vaudra des coups des deux côtés, que je suis droit dans mes bottes, que je ne suis plus à l'UPR, que je leur laisse bien volontiers mon travail et ma cotisation, et que je pense que quand on a donné de soi, et qu'on n'a finalement rien reçu, sinon un vague mépris et beaucoup de contradictions, on a le droit d'exprimer une certaine frustration. Voilà. Puis si vous continuez à me faire chier, voilà, écoutez les mecs, vous avez fait 0,9% et 0,67%, vous êtes un peu la risée des médias, donc calmez-vous, quoi. Voilà. Mais on expliquera pourquoi. Ceux qui veulent avoir de l'avance, évidemment, sur mon analyse, cliquent sur le lien ci-dessous. Sinon, je vous donnerai dans la prochaine vidéo 5 ou 6 des 20 et quelques raisons que j'ai identifiées pour lesquelles les élections présidentielles et législatives ont été une catastrophe et un désastre humain pour l'UPR. Parmi elles, une absence de stratégie et notamment une dont je suis assez fier, qui est l'incohérence entre le tragique économique et l'utopie politique. Voilà. Hop, mon alarme me signale que c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez, je me suis timé pour être plus court. À vous de jouer. À bientôt pour la suite du désastre UPR. Je suis désolé, moi je connais les traités européens.